Le drainage lymphatique des poumons est important à connaître car il s'agit d'une voie de diffusion des métastases d'un cancer du poumon qui représente le premier cancer de l'homme. Le réseau lymphatique pulmonaire est constitué d'un réseau périlobulaire qui va joindre des troncs satellites, des vaisseaux et des bronches, puis se jette dans des lymphonoeux trachéobronchiques qui comprennent successivement des nœuds bronchopulmonaires allant de l'origine des bronches jusqu'à la face médiastinale des poumons, des nœuds intertrachéobronchiques et des nœuds latéraux-trachéaux. On considère qu'il existe ainsi 3 territoires de drainage pour chaque poumon, supérieur, moyen, inférieur. Concernant le poumon droit, le territoire supérieur va se drainer dans des lymphonoeux latéraux-trachéaux, notamment ceux qui sont situés dans la loge de Barretti. Il s'agit d'un repère radiologique important entre la trachée et la veine cave supérieure, l'arc aortique en dedans, l'artère subclavière en haut et l'arc de la veine azygos en bas. On retrouve sur ce schéma la loge de Barretti. Il s'agit d'un véritable sanctuaire de drainage lymphatique. Le territoire inférieur du poumon va se drainer vers des nœuds intertrachéobronchiques et le territoire moyen vers des nœuds latérotrachéaux et intertrachéobronchiques. Le poumon gauche a des territoires de drainage un peu particuliers puisque le territoire supérieur va se drainer vers des centres médiastinaux antérieurs situés à la partie supérieure du médiastin. Le territoire inférieur va se drainer vers des lymphonoeux intertrachéobronchiques inférieurs et le territoire moyen vers des lymphonoeux médiastinaux et intertrachéobronchiques. Les lymphonoeux intertrachéobronchiques se drainent ensuite dans les nœuds latérotrachéaux droits. On considère donc que la plus grande partie des lymphatiques pulmonaires droits et gauches se drainent dans les nœuds latérotrachéaux droits de la loge de Barretti, sauf le territoire supérieur. Alors nous allons maintenant examiner quelques radiologies et coupes scanners qui vont nous permettre d'illustrer quelques points anatomiques vus lors du cours. Voici pour commencer une radiographie de thorax anormale sur laquelle on peut, par exemple, mettre en évidence la visualisation anormale d'une des scissures du poumon. De quelle scissure s'agit-il ? Voici une autre radiographie qui va montrer un aspect très pathologique de la plèvre du côté droit. Du côté gauche, l'aspect pulmonaire est normal, mais du côté droit, on voit qu'il existe une ligne ici qui n'est pas retrouvée du côté gauche. Alors, il s'agit en fait d'un pneumothorax, c'est-à-dire d'une accumulation d'air dans l'espace pleural qui fait que celui-ci va perdre sa pression négative et le poumon va se ratatiner sur lui-même. Et ce que je montre ici avec la flèche est donc le poumon totalement ratatiné et donc plus fonctionnel. Si l'autre poumon va bien, il peut y avoir peu ou pas de symptômes. En revanche, chez un patient qui est déjà insuffisant respiratoire ou en cas de pneumothorax bilatéral, eh bien, vous comprenez que c'est l'asphyxie immédiate. Sur cette radiographie, on voit ce qu'on appelle un niveau liquide, c'est-à-dire un trait droit. Ceci signifie que du liquide s'est accumulé dans la cavité pleurale, comme de l'eau dans un verre. Eh bien, à la surface de l'eau, la ligne est plate, et c'est ce que l'on observe ici, à condition bien sûr que la radiographie ait été prise, le sujet en position debout. Pour compléter votre formation, vous pouvez vous entraîner à reconnaître les différents segments pulmonaires sur ces scanners thoraciques. J'ai représenté ici les principaux schémas montrant les segments ainsi que leur correspondance. Nous allons maintenant voir le diaphragme.
Le diaphragme est un muscle important, ou plutôt une cloison musculo-aponeurotique, composée donc d'un centre tendineux entouré de faisceaux de muscles striés, ici représentés en orange. Le centre tendineux, nous le verrons plus tard, a la forme d'un trèfle à 3 feuilles. On considère que le diaphragme est un muscle digastrique qui forme 2 hémicoupoles, comme on peut le voir ici sur cette vue de face. 2 hémicoupoles à convexité supérieure et reliées par le centre tendineux du diaphragme. La coupole droite est plus haut située que la coupole gauche en raison de la présence de la masse hépatique sur laquelle repose la coupole droite, alors que la coupole gauche, un peu plus bas située, environ à un espace intercostal en dessous, est généralement visible, contrairement à la droite, du fait de la présence d'une poche à air dans l'estomac, la poche à air gastrique. C'est ce contraste ici entre l'air contenu dans l'estomac et l'air contenu dans le poumon qui nous fait deviner la présence de la coupole diaphragmatique, montrée ici avec la flèche blanche. Le foie est une masse solide qui ne contient pas d'air et donc ne permet pas de délimiter les contours de la coupole droite. Dans certaines situations pathologiques, si par exemple de l'air est rentré dans la cavité abdominale de manière anormale, imaginons suite à une perforation d'un organe creux, de l'air va s'accumuler au-dessus du foie et on peut ici, comme du côté gauche, apercevoir le contour du diaphragme qui va donc être coincé entre l'air du poumon et cet air anormalement accumulé au-dessus du foie. Le diaphragme a une fonction principale qui est celle d'être le muscle inspiratoire principal. Sa contraction, comme on va le voir, crée une sorte de dépression thoracique, faisant un appel d'air dans les voies respiratoires comparable à un effet piston. On imagine que ce diaphragme pourrait agir comme le piston d'une seringue qui, tiré vers le bas, va entraîner un appel d'air dans la cage thoracique. Son relâchement, qui est un phénomène passif, permet l'expiration. Le diaphragme est aussi une cloison qui va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. On va voir qu'il existe des orifices de passage importants à travers le diaphragme, permettant la communication entre ces 2 régions. La contraction du diaphragme est périodique et automatique et sous contrôle du tronc cérébral. Elle est commandée et innervée par le nerf phrénique qui naît principalement de la racine spinale C4. Chaque contraction initie un cycle respiratoire et la fréquence de contraction définit la fréquence respiratoire. Il est possible cependant de modifier volontairement sa fréquence respiratoire. Nous allons maintenant voir les insertions et les orifices du diaphragme. Voici une face inférieure du diaphragme et une animation tridimensionnelle que nous allons décrire. Sur cette vue inférieure du diaphragme, prise de la cavité abdominale, après avoir sectionné la vertèbre et les côtes, on constate que le diaphragme forme une lame musculo-tendineuse qui s'insère sur les côtes et le sternum, latéralement et en avant, et nous allons voir que le diaphragme s'insère en arrière sur le corps vertébral. Il délimite des orifices importants dans lesquels vont passer les conduits qui vont et viennent du thorax jusqu'à l'abdomen. Regardons maintenant cette reconstruction tridimensionnelle du diaphragme. Seul le diaphragme a été conservé et on peut voir sa partie musculaire, périphérique, son centre tendineux, que l'on verra un peu plus en détail en vue supérieure. On imagine ces insertions qui vont se faire sur les côtes latéralement et en arrière, et sur le sternum en avant. On voit qu'il présente des orifices
qui vont laisser passer les gros vaisseaux et les conduits. Le diaphragme va constituer deux coupoles. Sur cette vue postérieure, on voit la coupole droite et la coupole gauche. La coupole droite est plus haut située du fait de la présence du foie. On décrira plus tard ces deux insertions qui constituent les piliers du diaphragme. Il s'agit de tendons d'insertion sur les vertèbres lombaires. Regardons maintenant une vue supérieure qui va nous montrer le centre tendineux du diaphragme qui est composé de trois folioles, une foliole antérieure, une foliole postérieure droite et une foliole postérieure gauche. Nous décrirons tout à l'heure l'orifice, par exemple ici de la veine cave inférieure, qui est à l'union entre la foliole postérieure droite et la foliole antérieure. Entre les piliers du diaphragme qui se poursuivent par le ligament arqué médian, eh bien, va passer l'aorte abdominale, faisant suite à l'aorte thoracique. Nous verrons aussi qu'un certain nombre de nerfs et de veines passent à travers ces orifices diaphragmatiques, et celui que nous avons décrit à l'instant, qui correspond à celui de la veine cave inférieure, eh bien, est vu ici. Nous verrons que le diaphragme a une insertion sur tout le pourtour de l'ouverture inférieure du thorax, c'est-à-dire sur les vertèbres, sur le sternum en avant et sur les côtes. Les orifices diaphragmatiques sont des lieux de passage éventuels pour des collections anormales développées dans la cavité thoracique ou la cavité abdominale. Il n'est pas rare, par exemple, que lorsqu'un épanchement se produit dans la cavité abdominale, celui-ci puisse se déplacer par ces orifices, par exemple la fente de Marfan ici, ou la fente de l'arrêt, de la cavité abdominale vers la cavité thoracique. Alors nous allons commencer par décrire les insertions vertébrales du diaphragme. Il s'agit principalement du pilier tendineux droit ou crus diaphragmatique qui est plus gros que le pilier gauche. Il s'insère sur les corps vertébraux de L2 à L4 ainsi que sur les disques intervertébraux. Le pilier tendineux gauche est plus fin, il s'insère sur les corps vertébraux de L2 et L3. Les deux piliers vont se poursuivre par un ligament qui se détache de la colonne vertébrale et qui va former comme ceci sur la ligne médiane le ligament arqué médian, celui-ci étant l'orifice abdominal de l'aorte qui de thoracique devient abdominal après être passé sous cette arcade ou ligament arqué médian. Les autres insertions du diaphragme se font sur le sternum et les faisceaux d'insertion sur le sternum vont délimiter une fente que l'on appelle la fente de Marfan. Les insertions costales vont se faire sur les côtes ou sur un système d'arcades allant de la pointe d'une côte flottante à une autre. On décrit ainsi des insertions sur les cartilages costaux des côtes flottantes, 7e à 10e, et sur des arcades allant de la 10e côte à la 11e côte, non représentée ici, une arcade allant de la 11e à la 12e côte, qui ne porte pas de nom particulier, une arcade allant de la pointe de la 12e côte à l'extrémité du processus transverse de L1. Cette arcade passe au-dessus du muscle carré des lombes et on la nomme aussi arcade du carré des lombes. Il y a enfin une arcade appelée ligament arqué médial ou arcade du psoas, à ne pas confondre avec le ligament arqué médian, qui est l'orifice de l'aorte abdominale. Ce ligament arqué médial
va de l'extrémité du processus transverse de L1 au corps vertébral de L2. Vous voyez que de ce système d'arcade et du ligament arqué médian vont naître des faisceaux musculaires qui vont aller rejoindre le centre tendineux du diaphragme. Nous avons ici une vue supérieure du diaphragme avec la dissection correspondante. On reconnaît le centre tendineux avec ses 3 folioles. On retrouve ici le centre tendineux, la foliole antérieure, sur lequel d'ailleurs repose la masse cardiaque que j'ai représentée ici en pointillé. Cette masse cardiaque dont on a laissé ici le péricarde pariétal reposant sur la foliole antérieure. Alors, quels sont les principaux orifices? Eh bien, nous avons déjà décrit, en regard de la vertèbre T12, l'orifice de l'aorte abdominale. Ce hiatus aortique laisse aussi passage au conduit thoracique, donc conduit de drainage de la lymphe, de la cavité abdominale et des membres pelviens. On note que cet orifice est un orifice tendineux, et ceci s'explique parfaitement, car on imagine bien qu'une contraction du diaphragme ne va pas entraîner de compression sur l'aorte. Le hiatus œsophagien, qui se projette à peu près en regard de la 10e vertèbre thoracique, est constitué de faisceaux musculaires qui naissent des piliers et du ligament arqué médian. Ces faisceaux musculaires vont s'organiser pour former une sorte de boucle autour de l'ésophage, qui devient ensuite ésophage abdominal, avec une courte portion faisant suite à l'ésophage thoracique. Lors de son passage, l'ésophage est accompagné par les nerfs vagues gauche en avant et droit en arrière de lui. Il s'agit d'un orifice musculaire, contrairement à l'orifice aortique, qui constitue une sorte de sphincter à la partie inférieure de l'ésophage. Si cet orifice est trop large, eh bien, il peut y avoir un reflux gastro-œsophagien, donc du contenu acide de la cavité gastrique, remontant dans l'ésophage thoracique et entraînant ainsi une irritation de l'ésophage. Le foramen de la veine cave inférieure se projette en regard de la vertèbre T9. C'est un hiatus tendineux qui laisse aussi passage au nerf phrénique droit et qui est situé à l'union des folioles antérieures et postérieures droites. On le voit ainsi sur cette vue supérieure, accompagné du pédicule phrénique. La fente de l'arrêt est située entre le chef sternal et les chefs costaux du diaphragme. Il passe dans cette fente les vaisseaux épigastriques supérieurs accompagnés de branches du nerf phrénique. Si on regarde un peu plus en détail l'insertion postérieure du diaphragme, on voit qu'il existe entre les faisceaux musculaires naissant des piliers des zones de passage pour le nerf grand splanchnique et la racine médiale de la veine azygos, et entre les piliers et le ligament arqué médial, une zone de passage très fine pour le nerf petit splanchnique et la chaîne sympathique latérovertébrale lombaire, qui descend donc ainsi jusque dans le pelvis. Alors voici quelques images de dissection sur lesquelles vous pouvez vous entraîner à reconnaître les éléments du diaphragme. On reconnaît ici les coupoles diaphragmatiques. Après que le thorax ait été ouvert, on a sectionné les côtes de chaque côté latéralement et on voit que le volet costal reste accroché par ces insertions diaphragmatiques. Si on regarde un plus fort grossissement, on reconnaît les fibres musculaires, ici, la masse cardiaque, les 2 poumons de chaque côté. Cette image a déjà été décrite, montrant les 2 poumons et surtout le nerf phrénique que l'on voit bien ici, passant en arrière de l'apex cardiaque. Une ouverture a été réalisée ici, dans le péricarde, et on voit que si cette ouverture, lors d'une chirurgie cardiaque, est poursuivie trop latéralement, eh bien, il y a un risque de lésion du nerf phrénique.
Alors le diaphragme est un muscle inspirateur puissant qui agit en quelque sorte comme un piston, aidé par les muscles inspirateurs accessoires. On peut imaginer le thorax comme une seringue et le piston constitué par le diaphragme qui, en se contractant, va entraîner un appel d'air dans le thorax via les voies respiratoires. On considère que dans chaque inspiration, il y a d'abord une phase abdominale suivie d'une phase thoracique. Dans la phase abdominale, le diaphragme se sert de ses points fixes, insertion costale et vertébrale, pour aplatir les coupoles et le centre phrénique. Ceci aboutit à un appel d'air dans les poumons. Ce mouvement est dirigé vers le bas et comprime les viscères abdominaux, entraînant un gonflement du ventre. À noter que les muscles abdominaux jouent un rôle de contre-appui et donc participent à l'expiration. La deuxième phase du mécanisme d'inspiration est la phase thoracique. Le centre phrénique devient le point fixe, il prend appui sur la masse viscérale abdominale et sa contraction va entraîner une horizontalisation des côtes et augmente ainsi les diamètres transversal et antéro-postérieur de la cage thoracique. L'expiration est principalement passive et correspond à un relâchement des muscles inspiratoires avec une action des muscles de la paroi abdominale et de certains muscles comme les muscles intercostaux externes. Ce mécanisme d'horizontalisation des côtes lors de la phase inspiratoire est rendu possible grâce aux articulations costo-vertébrales et sternocostales. En effet, nous rappelons que les côtes s'insèrent ou s'articulent avec deux vertèbres adjacentes, ainsi que le disque intervertébral, avec une arête qui correspond à cette zone-là, et avec le processus transverse d'une côte. Il y a donc une possibilité de mouvement, de bascule de la côte qui va aboutir à un élargissement du thorax. En effet, si on regarde cette côte au repos, la distance entre le point le plus latéral de la côte et la ligne médiane va augmenter lorsque celle-ci va s'horizontaliser. Ceci aboutit à une translation verticale et une translation sagittale du sternum lors de l'inspiration. Le nerf phrénique est le nerf moteur du diaphragme qui est le muscle respiratoire principal. Le nerf phrénique joue un rôle dans la toux, l'éternuement, l'expectoration, la pulsion abdominale, c'est-à-dire des efforts effectués notamment pour, par exemple, la défécation ou l'accouchement. C'est aussi un nerf sensitif pour la plèvre, le péricarde et le péritoine. La racine principale du nerf phrénique est la racine spinale C4, accompagnée de filets nerveux provenant de C3 et C5. Dans le cou, le nerf phrénique descend dans la gaine du muscle scalène antérieur, dont on représente la terminaison ici, sur la première côte. À la base du cou, il se projette dans un interstice situé entre les chefs sterno et claviculaires du muscle sternocléido-mastoïdien. On représente ici sa projection en ligne pointillée, ainsi que son rapport avec la veine jugulaire externe. Nous allons principalement décrire dans le thorax, où ces rapports sont différents à droite et à gauche. Voici une vue latérale droite et une vue latérale gauche du médiastin. On voit qu'à droite, après avoir quitté sa zone d'accolement sur le muscle scalène antérieur, on voit qu'il se situe entre l'artère subclavière droite en arrière et la veine subclavière droite qui n'est pas ici représentée, mais on sait qu'elle va participer à la formation du tronc veineux brachiocéphalique droit, ici représenté. Le nerf phrénique descend ici, en avant du nerf vague, représenté en noir, qui va d'ailleurs donner à ce niveau le nerf récurrent laryngé,
qui va remonter entre l'ésophage et la trachée. En arrière du nerf phrénique se trouve le plexus brachial, non représenté ici. Et en dehors du nerf phrénique se trouve l'artère thoracique interne, qui n'est pas représentée sur ce schéma, mais que l'on peut voir sur cette coupe anatomique, avec les nerfs phréniques de chaque côté et les artères thoraciques internes. Du côté gauche, le nerf phrénique est aussi entre l'artère et la veine subclavière gauche, mais il rentre en contact avec le conduit thoracique qui vient ici s'aboucher dans le confluent jugulo-sous-clavier. Dans le thorax, le nerf phrénique chemine avec les vaisseaux phréniques supérieurs, qui ont d'ailleurs été représentés avec chaque nerf de chaque côté. On voit qu'il traverse le médiastin antérieur, en arrière des cul-de-sac pleuro-costo-médiastinal antérieur, ici et ici. Ils sont en fait accolés à la plèvre comme l'urtère l'est sur le péritoine. Ils passent de chaque côté en avant du pédicule pulmonaire qui est partiellement représenté ici, après avoir croisé en X les deux nerfs vagues, puis vont être appliqués sur la coupole pleurale de chaque côté. On voit qu'à droite, le trajet du nerf phrénique est assez simple, puisqu'il longe le bord droit du cœur, d'abord le tronc veineux brachiocéphalique droit, puis la veine cave supérieure, puis l'atrium droit ou oreillette droite, après être passé en avant du pédicule pulmonaire. Il est à ce niveau appliqué sur le péricarde. C'est la raison pour laquelle les nerfs phréniques peuvent être endommagés lors d'une chirurgie cardiaque et après ouverture du péricarde. À droite, le nerf phrénique aborde le diaphragme sur le bord droit de la veine cave inférieure, dont il est séparé par un prolongement péricardique. À gauche, le nerf phrénique passe aussi en avant du pédicule pulmonaire et atteint le diaphragme en passant en arrière de l'apex du cœur, si bien que sur cette vue de face, on le perd de vue avant qu'il se ramifie sur le diaphragme. Les nerfs phréniques ne donnent aucune branche dans le cou. Dans le thorax, ils donnent des branches pour la plèvre et le péricarde. Le nerf phrénique droit se divise en une à deux branches antérieures qui pénètrent dans l'abdomen par la fente de l'arrêt que nous allons décrire tout à l'heure. Elle est située entre des faisceaux musculaires du diaphragme. Ces branches antérieures vont innerver le péritoine diaphragmatique et vont donner des rameaux périhépatique et pariétal antérieurs. Le nerf phrénique droit donne aussi des branches postérieures, phrénico-abdominales, passant par l'orifice de la veine cave inférieure. Il donne alors des branches postérieures pour les piliers du diaphragme et des branches antérieures pour le foie, la veine cave inférieure, la glande suprarénale et le plexus solaire. Le nerf phrénique gauche se divise en une branche antérieure qui s'étale sur la face supérieure du diaphragme mais ne donne pas de branche pour le péritoine, une branche postérieure phrénico-abdominale qui perfore le diaphragme en arrière de la pointe du cœur, puis s'accole à l'artère diaphragmatique inférieure et donne des branches postérieures pour le pilier du diaphragme et des branches antérieures qui se ramifient dans le plexus solaire. Cette coupe anatomique passant par T5 montre le nerf phrénique de chaque côté, après avoir croisé le nerf vague. Celui-ci se trouve donc en arrière et les nerfs phréniques en avant. Du côté droit, on a vu que le nerf phrénique longe la veine cave supérieure. On le retrouve donc ici, latéralement à la veine cave supérieure. Du côté gauche, il passe en avant du pédicule pulmonaire, en particulier du tronc de l'artère pulmonaire, et on le retrouve donc ici, latéralement au tronc pulmonaire. Voyons maintenant une zone du poumon extrêmement riche sur le plan anatomique et par conséquent le siège possible de nombreuses pathologies. Il s'agit du dôme ou de l'apex pulmonaire. C'est une partie du poumon qui dépasse l'orifice supérieur du thorax, délimitée principalement par la première côte.
C'est donc une surface qui regarde vers le haut et l'avant. La première côte et les vaisseaux subclaviers vont former d'ailleurs une empreinte sur l'apex ou sommet pulmonaire. Vous avez ici une vue supérieure de l'ouverture supérieure du thorax et ici une coupe parasagittale passant par l'apex pulmonaire. Il est important de connaître ce dessin car il résume plusieurs structures importantes décrites dans ce cours et dans le cours sur l'appareil cardiovasculaire. On reconnaît notamment le nerf phrénique de chaque côté qui descend dans un dédoublement de la ponévrose du muscle scalène antérieur, puis va de chaque côté passer entre veine et artère subclavière pour se joindre à la région thoracique. Du côté gauche, il y a ce rapport avec le canal thoracique qui vient s'aboucher dans le confluent jugulo-sous-clavier, et ceci explique qu'il puisse y avoir au niveau du creux susclaviculaire gauche, donc ici, la présence d'adénopathie pathologique, notamment lorsque un cancer se dissémine par voie lymphatique, avec accumulation de cellules à ce niveau-là. C'est donc une zone à palper lors de l'examen clinique d'un patient présentant une tumeur. Les deux nerfs vagues descendent dans le thorax, dans l'interstice, situé entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide primitive. Du côté droit, on note que le nerf vague va donner sous l'artère subclavière droite le nerf récurrent ou récurrent laryngé qui vient rejoindre le nerf récurrent contralatéral dans l'espace situé entre la trachée et l'ésophage. Nous n'en avons pas parlé dans ce cours, mais il existe à la face postérieure et supérieure du dôme pulmonaire des éléments nerveux importants, le ganglion stellaire, qui est un élément de la chaîne sympathique latérovertébrale, et puis, plus en arrière, les derniers éléments du plexus brachial. On voit donc que lorsqu'il existe une tumeur du dôme pulmonaire, eh bien, on peut avoir d'une part une atteinte de la première côte, on peut avoir une atteinte du plexus brachial ou de la chaîne sympathique cervicale, qui donne par exemple des fibres nerveuses innervant la pupille. On comprend donc qu'une tumeur présente au niveau d'un apex pulmonaire peut donner des troubles neurologiques au niveau du membre supérieur du fait d'une atteinte du plexus brachial et même une atteinte de l'innervation oculaire par atteinte de ce ganglion cervical inférieur. Sur cette dissection ou cette coupe parasagittale, passant donc par ce plan, on reconnaît le muscle scalène avec l'artère subclavière et en avant la veine subclavière, comme on peut le constater sur ce schéma. Ces deux vaisseaux étant séparés par le muscle scalène antérieur. C'est donc une zone de transition extrêmement importante entre la région du thorax et la région du cou, avec un concentré de structures anatomiques essentielles pouvant être à l'origine, lorsqu'ils sont endommagés par un processus tumoral ou infectieux, d'un grand nombre de signes cliniques. C'est aussi une zone de convergence vers le membre supérieur, puisqu'on rappelle que dans le défilé costo-claviculaire passe le pédicule neurovasculaire du membre supérieur. Les coupes anatomiques sont extrêmement importantes à connaître car elles permettent de résumer l'ensemble des notions que nous avons vues. Elles permettent aussi de comprendre les images scanners. Par conséquent, il faut être capable de les dessiner. Je ne vais pas rentrer en détail sur chacune de ces coupes. Néanmoins, on peut rappeler ici la méthode de construction de ces dessins. Alors, il faut partir de la vertèbre, une vertèbre thoracique typique, dont on va considérer une distance allant du bord antérieur du corps vertébral au départ de l'apophyse épineuse. Cette unité de mesure va être reportée vers le haut ou vers l'avant et latéralement. On voit que plus on descend, de T3, T4, T5 jusqu'à T8, et plus le thorax s'élargit. Au niveau de T3, on représente habituellement, même si
Bien évidemment, il y a de grandes variations entre les sujets. Le bord antérieur du sternum a la même distance que l'origine de l'apophyse épineuse. Latéralement, nous sommes dans le poumon, et donc l'ensemble des structures médiastinales est situé dans ces deux carrés. Un peu plus bas, en T4, la coupe des crosses, la crosse ou l'arc de l'aorte thoracique, la crosse de la zygos, eh bien, c'est le bord antérieur de l'arc aortique que on dessine à la distance correspondant à une mesure unitaire. Le sternum passe à une demi-mesure en avant. On note que l'extrémité latérale du poumon est représentée à 2 unités de mesure latéralement. En passant en T5, on va augmenter d'une demi-mesure pour montrer et dessiner le bord antérieur du sternum. Donc nous sommes à 2 mesures unitaires et toujours 2 mesures latéralement pour représenter le point le plus latéral des plèvres. Encore une fois, il s'agit de repères moyens qui ne correspondent pas à chaque personne, mais ces repères peuvent être utilisés pour construire une coupe harmonieuse. Dans la coupe en T5, on dessine le tronc pulmonaire qui va s'arrêter à une distance mesure du corps vertébral antérieur. En T8, le thorax est un corps élargi du fait de la présence de la masse cardiaque, et donc on va représenter le sternum à 2 mesures et demie à peu près du bord antérieur du corps vertébral de T8. Et on représente à 1 puis 2 mesures, d'une part le ventricule droit et d'autre part le septum interatrial. Ces coupes seront utilisées à l'identique dans tous les cours portant sur le thorax, notamment l'appareil digestif avec l'ésophage, l'appareil cardiovasculaire et l'appareil respiratoire. Pour vous entraîner, voici les mêmes coupes non légendées sur lesquelles vous pouvez vous entraîner à reconnaître les structures médiastinales. Pour terminer, voici quelques exemples de questions pouvant tomber à l'examen, notamment sur les coupes anatomiques. Voici une coupe passant par la vertèbre T5. Le schéma complet, eh bien, il faut être capable de citer ce qui passe dans chacun de ces carrés et connaître la fonction des structures anatomiques. Par exemple, dans la case C, nous avons vu que se trouvait le nerf phrénique. Le nerf phrénique est le nerf principal du diaphragme. Par conséquent, la réponse A est juste. Dans cet exemple, et celui-ci d'ailleurs, toutes les réponses sont justes. Plusieurs cas cliniques sont ensuite présentés et il vous est demandé à chaque fois de donner une explication anatomique aux symptômes ou au traitement réalisé.